Bonsoir mes petits monstres. Avant que la vidéo compilation ne commence, j'aimerais faire une petite annonce rapide. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être de plus en plus nombreux tous les jours afin de suivre mon travail. Cela me fait énormément plaisir. Je tiens aussi à remercier ma conjointe. Je tiens aussi à faire un petit clin d'œil à ma conjointe qui m'a énormément aidé à faire les montages de toutes ces vidéos et qui m'a permis de suivre le rythme de 2 vidéos par semaine. Merci à vous aussi tous les abonnés qui ont participé à ce mini-jeu. Toutes ces creepypastas ont réussi à voir le jour grâce à toutes les propositions que vous avez faites dans la vidéo Jouer avec moi. Je vous rassure, une autre édition sera bientôt disponible. Mais pas pour l'instant. Comme je l'ai déjà fait remarquer dans des précédentes vidéos, je suis actuellement en plein déménagement et je n'ai peut-être pas internet avant un long moment. Mais dès que tout sera rétabli, nous reprendrons notre petit jeu là où nous l'avons laissé. En attendant mon retour, nous reprendrons un rythme normal de une vidéo par semaine, tous les vendredis après-midi. Et pour vous faire attendre, voici une vidéo compilation comprenant toutes vos creepypastas que vous m'avez proposées. Bien sûr, ces vidéos étaient déjà présentes sur la chaîne, mais on ne sait jamais. Une petite soirée entre amis creepypasta, ou une découverte pour les nouveaux abonnés. Voici donc les 9 histoires qui n'ont été possibles que grâce à vous, et je vous en remercie encore. Sur ce mes petits monstres, profitez bien du spectacle, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles histoires horrifiques. À tous ceux qui écouteront ce message, ici le commandant second William Henry, à bord du vaisseau de transport Marauder. Si vous avez capté cette transmission, et que vous avez localisé notre vaisseau, ne vous approchez sous aucun prétexte. Je répète, ne vous approchez sous aucun prétexte. Je suis tout seul à bord. L'équipage est malheureusement décédé. Nous avons commis l'erreur d'inviter le loup dans la bergerie. Laissez-moi vous raconter rapidement la gravité de notre situation. Nous avons été engagés il y a peu de temps de cela par un riche collectionneur qui voulait agrandir sa collection d'animaux extraterrestres que nous devions ramasser par-ci par-là sur toutes les planètes habitables. Notre dernière mission consistait à ramener une meute de loups de la Voie lactée, ou Cerbère galactique, comme certains aiment bien l'appeler. Cette mission était censée être très rapide. Car voyez-vous, ces animaux ne connaissent pas l'homme. Je suis sûr que nous étions les premiers qui les ont vus. Ils ne se sont donc pas méfiés. Pour les attraper, un très grand piège a suffi. Avec un petit appât local, et le tour était joué. Toute la meute, d'à peu près une vingtaine d'individus, était sédatée et embarquée dans le vaisseau. Afin d'éviter les problèmes, nous avions séparé chacun des individus et nous les avions mis dans des petites cages individuelles. Il faut dire que nous connaissions très mal ces animaux. Mais s'il fallait qu'on se renseigne sur tous les animaux qu'on transportait, nous n'aurions vraiment pas fini. Cette mission devait nous ramener un énorme chèque. Nous avons donc profité pour faire la fête. Une petite fête qui, je dois dire, a duré un bon moment. Trop long moment. L'effet des sédatifs s'était rapidement dissipé, et les loups avaient rapidement compris ce qui leur est arrivé. Malheureusement pour nous, nous avions sous-estimé la force de leurs mâchoires. Ils n'ont fait qu'une bouchée des barreaux. La meute de loups s'est retrouvée en territoire inconnu et a décidé de rester groupée pendant un moment. Ils se sont jetés sur les membres d'équipage, les uns après les autres. Malheureusement, nous étions un petit peu trop saoul pour réagir. 4 des nôtres sont morts avant que l'alerte soit donnée. Rares sont ceux qui n'avaient pas bu. Il fallait garantir un minimum d'équipage viable sur le vaisseau. J'en fis partie, et c'est sûrement ce qui m'a sauvé la vie. Quand l'alerte a été donnée, tout le monde a essayé de s'équiper pour se défendre. Mais la meute a commencé à se séparer. Ils sont restés en petits groupes de 3 individus, et ont rapidement ratissé les couloirs. Peu d'entre nous ont réussi à atteindre les caches d'armes, et encore moins ont eu le temps de s'équiper pour se défendre. Le capitaine et ses gardes du corps sont malheureusement tombés dans une impasse,
et les loups ne leur ont pas fait de cadeau. Eux-mêmes n'étaient pas équipés pour se défendre. J'ai juste eu le temps d'attraper une arme d'assaut et de courir à la salle des transmissions pour appeler à l'aide. Du moins, c'est ce que je pensais au début. J'ai croisé 2-3 loups au passage. Leur peau est extrêmement épaisse, mais j'ai réussi quand même à les avoir. Je n'ai plus qu'un chargeur sur moi. À la base, j'en avais pris 5. Ces animaux sont une vraie misère à avoir. Je n'essaie pas de sortir de cette pièce. Je sais très bien que de toute façon ils mourront. Je les entends taper sur la porte depuis tout à l'heure. Ils savent que je suis là. Tous les autres membres de l'équipage sont morts. J'ai essayé à plusieurs reprises de les appeler par radio, mais aucune réponse. Je n'ai pu que les entendre, hurler et mourir les uns après les autres. Ça sera bientôt mon tour, et ça sera le tour de quiconque qui essaiera d'entrer dans ce vaisseau pour nous venir en aide. Je vous rassure tout de suite, nous avons appliqué la procédure, et notre destination a été annulée. Notre vaisseau dérive aléatoirement dans l'espace. Mais je vous répète, n'essayez pas de monter à bord. De toute façon, la porte est presque cassée. Dans quelques instants, je ne serai plus. Si tout se passe bien, les loups seront morts de faim d'ici 2 ou 3 mois. Laissez cette future épave dans l'état qu'elle est. Ne l'approchez pas. Les pires animaux de l'univers sont chez nous, et nous les avons laissés entrer. Pire encore, nous les avons invités. Un soir, dans une petite commune, une jeune femme passait tranquillement dans le parc public à une heure tardive. Pas qu'elle détestait la compagnie des gens, qu'elle avait peur de faire une mauvaise rencontre. Non, elle se méfiait surtout d'un animal, un affreux cygne, qui vivait depuis plusieurs années maintenant. Elle savait bien que ce cygne n'était pas spécialement méchant, mais il était très protecteur, et en ce moment, c'était la saison des pontes. Son nid devait probablement être fait. Il serait le plus agressif. En temps normal, elle aurait embauché 3 heures plus tard. Donc, elle n'aurait pas passé à une heure aussi tardive. Mais à cette heure-là, elle espère que l'animal dorme, qu'elle puisse enfin faire une traversée tranquille. Elle arriva au milieu du parc, quand elle entendit le bruit de l'animal courant vers elle. Les mêmes cris aigus que d'habitude. Il l'avait entendu, et son instinct maternel l'a poussé à attaquer la jeune fille. La jeune femme accéléra le pas, mais étonnamment, le cygne se mit d'abord devant elle, puis lui sauta dessus, comme si le nid qui protégeait n'était pas derrière, mais devant elle. Sur le coup, elle ne fit pas attention à ce détail. Elle mit ses bras devant sa figure et tentit de repousser les attaques de l'animal. Elle reçut plusieurs coups au visage et aux avant-bras. Les violentes griffures sur les avant-bras et les méchants coups de bec au niveau du visage fit faire demi-tour à la jeune femme. Mais il fallait à tout prix qu'elle passe le parc dans l'autre direction. Entre 2 assauts de l'animal, elle prit de l'élan et s'élança de toutes ses forces, bousculant le cygne en même temps. Le cygne tomba par terre et tenta de la poursuivre, pour à nouveau se remettre devant elle. Mais elle n'y fit pas attention. Cette fois-ci, elle courut le plus vite que possible, manquant d'écraser le cygne au passage. Une petite course-poursuite se fit entre deux, mais l'animal renonça rapidement. Il s'arrêta au bout de 6 ou 7 mètres de distance et continua à hurler sur la femme qui traversait son territoire. Au bout de 2 minutes de course, la femme essoufflée se jeta dans un buisson pour reprendre son souffle et espérer s'y cacher en attendant que l'animal se calme. Elle y attendit comme ça pendant une dizaine de minutes. Ses blessures lui faisaient mal et ses poumons étaient complètement en feu par l'effort qu'elle venait de faire. Elle n'entendait plus les jacassements du cygne et se dit que c'est bon, il était parti, ou qu'il devait être suffisamment loin pour l'ignorer. Elle sortit du buisson avec prudence, tout en se tenant les bras, afin d'essayer de calmer ses douleurs. Elle se mit au milieu du chemin, regarda à droite, à gauche, et commença à reprendre sa route. Quand elle entendit derrière elle une grosse voix lui dire « Merci de l'avoir fait partir, moi non plus je n'aime pas ces sales bêtes ». Elle eut à peine le temps de se retourner qu'elle vit un grand homme, avec un large sourire et plusieurs cicatrices qui jonchaient tout le long de son visage. L'homme tenait une machette dans les mains. Il la brandit
et frappa. La jeune femme reçut le coup au niveau de l'épaule. La force du coup la fit tomber par terre. La douleur était si vive qu'elle ne pouvait que se tenir la blessure, tout en essayant de pousser quelques petits cris aigus qui sortaient très légèrement de sa bouche. Mais de toute façon, à cette heure-là, personne ne viendrait. L'homme se mit au-dessus d'elle et commença à rire. Un horrible rire sinistre. Il leva sa machette et commença à la frapper de nouveau. Elle reçut 3 coups supplémentaires dans le torse, ce qui lui broya la cage thoracique et lui perfora les poumons. Les cris de Loi se fit de nouveau entendre. L'homme arrêta son carnage. Il leva la tête et regarda dans la direction du cygne, qui courait de nouveau sur eux afin de protéger son territoire. L'homme courut dans la direction opposée et s'enfuit à toutes jambes. La jeune femme resta consciente encore quelques instants et comprit alors que la pire créature qu'il pouvait y avoir sur terre n'était pas les animaux, mais bel et bien l'homme, et que les derniers sons qu'elle entendrait ce soir sera son chant du cygne. J'ai passé toute la journée dans un parc zoologique avec mon nouvel ami qui, je l'avoue, m'a été grandement utile pour une petite affaire personnelle que je ne préfère pas vous embêter avec. Je l'ai rencontré de la façon la plus originale qu'il peut y avoir, car voyez-vous, je suis avocat, et le pauvre a été mêlé à une triste affaire. Il a été accusé du meurtre d'une femme qu'il ne connaissait même pas. Au premier abord, il a tout du criminel parfait. Il est un petit peu grossier, mal habillé, boit souvent et assez vulgaire sur les bords, mais il a très bon fond. Il n'est pas spécialement méchant. Il faut juste bien le connaître. De toute façon, après avoir bataillé pendant plusieurs mois, j'ai réussi à prouver que le véritable assassin était en fait le père de la fille. Il n'avait jamais accepté que sa fille parte avec ce qui lui semblait être le plus nul de tous les hommes qu'il pouvait y avoir. Enfin, c'est ce qu'il avait décrété. Après, je m'en fichais éperdument. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'un parc zoologique? Nous sommes 2 adultes. Mais se retrouver au milieu des animaux a toujours été pour moi quelque chose de très reposant. C'est si agréable de les regarder. Ils ne soucient de rien, ils vivent leur vie tranquillement. Et pour cette occasion, j'ai même pris des places spéciales. Nous pourrons rester dans le zoo la nuit, tranquillement dans l'une des mini-maisons, au milieu des enclos et des animaux. Nous avions du mal à dormir vers 2 heures du matin. Il faut dire que nous avions passé toute la soirée à boire. Nous avons donc fait un dernier petit tour dans le zoo. Un petit tour un peu méprisant pour les animaux. Je vous rassure, nous n'avons rien jeté sur eux. Mais nous avons sorti quelques blagues et quelques petites remarques. Le comportement typique de 2 hommes bourrés. Nous étions arrivés à l'enclos des hippopotames. Et pour avoir une meilleure vue, nous sommes montés sur la passerelle. Car oui, cet enclos possède une petite passerelle pour que nous puissions observer les animaux du dessus, et pour ne pas les stresser. Nous étions complètement saouls, et pris dans nos blagues salaces, quand soudainement mon ami, il me dit qu'en réalité, la femme qu'il devait avoir soi-disant assassinée, eh bien c'était vrai, il l'avait réellement fait. Il en avait même beaucoup profité ce soir-là, il ne l'a pas directement tuée. Il est rentré le soir, par la fenêtre de la chambre. Le mari n'était pas présent. Il a profité d'elle pendant 2 bonnes heures, puis après s'est débarrassé d'elle, pour qu'elle ne puisse jamais parler de cela à qui que ce soit. Je l'ai regardé avec un air extrêmement surpris. Je me sentais tellement trahi. Lui était plié de rire, en repensant à toute la scène qu'il avait fait, et tous les beaux discours que j'avais fait au jury, pour pouvoir les entourlouper. Encore pris dans son euphorie, il se pencha au-dessus de l'enclos et regarda les hippopotames. Il leur fit quelques remarques osées, et les compara à la femme qu'il avait justement tuée précédemment, en leur disant qu'elles avaient d'aussi grosses fesses qu'eux. Je ne pus me contenir, et je le poussai un grand coup dans l'enclos. Il fit une chute de 3 mètres, ce qui n'était pas très méchant dans l'ensemble. Il se releva difficilement, vu son état.
Il comprit rapidement qu'il était en grand danger au milieu de ces animaux. Les hippopotames restèrent prudents sur le coup, mais au bout de 2 minutes, le mâle dominant le chargea. Il lui mit un grand coup de tête dans le ventre, ce qui le fit tomber en arrière, puis il continua sa charge et le piétina de ses 2 tonnes. Les autres mâles enchaînèrent directement. Sûrement un comportement d'animaux que je ne comprends absolument pas. Et puis, je dois vous l'avouer que j'en ai absolument rien à carrer. Je le regarde juste se faire massacrer par ces animaux. Il hurle de douleur. Il me supplie de venir l'aider. Mais comment pourrais-je venir l'aider? Je le regarde maintenant avec tant de mépris. Car vous voyez, je vous avais dit plus tôt qu'il m'était arrivé un drame dans ma ville il y a peu de temps. Car la femme que ce salaud a tuée, eh bien c'était la mienne. Et je l'avais défendue. J'ai accusé mon beau-père que je détestais, uniquement pour me faire une raison. Cette pourriture m'a pris ce que j'avais de plus cher au monde. Et là maintenant, lui qui ne possède rien, ni personne, car il n'a jamais été foutu de garder qui que ce soit, avec son caractère et son comportement de merde, est là en train de crever lentement comme la merde qu'il est. Et je dois vous l'avouer, que finalement ce petit tour aux eaux aura été très satisfaisant, car je passe actuellement l'un des plus beaux moments de ma vie. Je ne devrais pas en parler. J'ai signé une clause qui m'en interdit. Mais je ne peux plus garder ça pour moi. Ça m'est trop lourd. Les gens doivent savoir. Tout a commencé il y a quelques mois maintenant. Je travaillais dans les mines d'asbestos. Mon travail était très simple. Moi et mon collègue, nous étions chargés de prospecter des nouvelles carrières, explorer des nouvelles parties de la mine pour valider leur exploitation, afin de ne pas faire trop perdre de temps aux employés. La compagnie a promis la lune aux habitants d'Asbestos. Nous ne devons pas les décevoir. Tout avait commencé par une journée des plus ordinaires. Les mineurs venaient d'ouvrir un nouveau passage, et nous devions aller le visiter. Jusqu'à là, rien de nouveau. Quand nous sommes entrés, moi et mon collègue, nous avons découvert que ce nouveau passage raccordait directement à une grotte souterraine. La grotte était assez large, et je dois dire, assez riche en matières premières. Cette partie de la mine était très prometteuse, et nous étions très heureux de découvrir tout cela. Nous avons continué à l'explorer pendant un bon quart d'heure. Plus nous nous enfoncions dans la grotte, et plus nous découvrions de choses merveilleuses. De la matière première à profusion, mais aussi des décors spectaculaires. Je pense que cette partie ne serait pas touchée. Ça aurait été trop dommage de l'abîmer. Et puis, on ne sait jamais. Peut-être que la mine pourrait un jour se recycler dans le tourisme. Nous avons terminé notre visite dans une énorme chambre. Je pense qu'elle devait aller plus loin, mais nous n'avons malheureusement pas eu le temps de le découvrir. Les stalactites et les stalagmites gisaient partout dans la chambre, et nous entendions le bruit d'une rivière souterraine qui passait dedans. Elle était totalement merveilleuse. Il y vivait une grande sérénité et un énorme calme. Ce genre d'endroit qu'on n'a plus jamais envie de quitter une fois que nous y sommes. Mais malheureusement, il y avait un autre bruit dans la chambre. Un bruit plus aigu. Nous avons regardé au plafond et vu des milliers de chauves-souris. Elles étaient là, certaines dormaient, d'autres nous regardaient. Beaucoup étaient agités. Elles ne devaient pas supporter notre présence. Je ne suis pas un grand expert des animaux, mais je peux vous garantir que cette variété de chauves-souris-là était bien trop grande pour la norme. J'ai dit à mon collègue que ce n'était que des chauves-souris et que nous n'avions rien à craindre. Mais, dans le doute, nous avons préféré faire demi-tour. Nous avons malheureusement fait trop de bruit dans notre hâte, et les chauves-souris n'ont pas apprécié cela. Elles ont commencé à voler dans tous les sens, voulant probablement défendre leur territoire et essayer de nous faire partir. L'une d'entre elles m'est rentrée dedans, et j'ai pris un coup de griffe dans le dos. La douleur m'a fait comprendre que nous devions accélérer le pas. Nous nous sommes donc mis à courir, avec ces animaux qui restaient au-dessus de notre tête. Chacun des passages faits par ces animaux était accompagné de son lot de blessures. Je dois dire que ces sales bêtes savaient viser. Pris par la panique, mon collègue tomba sur le sol, et les chauves-souris se jeta sur elle. Sur le coup, je ne fis pas attention à son absence, mais il m'appela à l'aide, et je fis immédiatement demi-tour. J'essaya tant bien que mal de retirer les animaux de sur lui, mais chaque tentative ne se soldait qu'à une série de morsures sur mes bras. Je suis resté là pendant 5 minutes, à essayer de le dégager tant bien que mal.
au milieu des cris aigus, des morsures et des appels à l'aide de mon collègue qui ne cessait de hurler de douleur. Il perdait tant de sang que si je ne faisais pas rapidement quelque chose, je savais qu'il finirait ici. Après plusieurs longues minutes de débat, je n'entendis plus rien venant de lui. J'en déduis donc qu'il était mort, ou qu'il était tombé inconscient. Je ne voulais pas l'abandonner, mais que pouvais-je faire? Chaque minute que je passais ici me rapprochait un petit peu plus moi aussi de la mort. J'ai donc écouté mon instinct de survie et fait le lâche. Je l'ai abandonné. J'ai couru le plus vite possible à la sortie, les animaux toujours derrière moi. J'ai eu plus de chance. J'ai réussi à atteindre la sortie de la grotte, et les animaux se sont dispersés dans la nature. Ils ne m'ont pas suivi dans la mine. J'ai directement rejoint un groupe de mineurs qui m'avaient trouvé dans un état pitoyable. Ils m'ont emmené à l'infirmerie, et la direction m'a demandé ce qu'il s'était passé. Je leur ai raconté toute l'histoire, au mot près, et 3 heures plus tard, le corps de mon collègue était ramené. Ce qu'il en restait, bien sûr. Je ne sais pas quelle variété de chauve-souris l'a attaqué, et je ne le saurai jamais. Mais je peux vous assurer que cette variété ne se nourrit absolument pas de fruits, ou ni même d'insectes. La mine a fermé ses portes quelque temps plus tard. Même eux ne savaient pas quelle excuse utiliser afin de ne pas parler de cet accident et de ce que la mine pouvait cacher en réalité. J'ai toujours été un grand explorateur au fond de moi. Bien sûr, je ne suis pas comme Indiana Jones, ou bien d'autres encore, qui parcourent le monde ici et là, afin de trouver moult et moult trésors. Non, moi mes trésors sont plus des photos, des événements, ou des scènes inoubliables. Je suis même très fort pour photographier l'instant présent, et afin de pouvoir garder les meilleurs souvenirs envisageables. J'avoue que ma spécialité sont toujours les photos d'animaux, mais je vous rassure tout de suite, je ne suis pas comme ceux qui trichent dans les zoos, avec leur grand matériel performant, qui zooment à travers la vitre et que cela ne se voit pas. Non, je suis un homme de terrain. J'adore les rencontrer dans leur milieu naturel et les photographier au meilleur moment de leur vie. Je pourrais rester comme ça des heures à vous conter toutes mes merveilleuses histoires, toutes mes anecdotes et vous montrer toutes les merveilleuses photos que j'ai pu prendre. Mais je ne vais pas vous embêter avec ça. Mais je vais quand même vous conter une anecdote qui m'est arrivée il y a peu de temps de cela. Cela s'est passé en Afrique, plus exactement dans le marais de l'Okavango. Je venais de passer plusieurs heures à photographier toute la faune et la flore locale. J'avais l'intention d'y passer le week-end. J'avais été déposé ici par un transporteur. Je l'avais payé pour qu'il me laisse le week-end. Il m'avait déposé le samedi matin et devait venir me chercher le dimanche soir. En général, peu de gens viennent dans ces régions. C'est surtout parce que la zone est protégée. Mais avec quelques billets glissés par-ci par-là et 2-3 activités au noir, les transporteurs sont toujours d'accord pour vous y emmener. Mon calvaire a commencé à peu près vers 5 heures de l'après-midi. Il faisait encore grand jour dehors. Les plus belles photos devaient attendre encore un petit peu, car voyez-vous, j'adore les photos au coucher de soleil. J'avais repéré un groupe d'éléphants non loin de mon campement. Ces gros pachydermes avaient l'intention de barboter dans l'eau pendant certainement plusieurs heures encore. Je vous laisse imaginer la photo magnifique que cela aurait donné. Eux, dans l'eau, avec le coucher du soleil en arrière-fond. Je ne pouvais que l'imaginer d'avance, mais croyez-moi, elle aurait été magnifique. Pour être sûr de ne pas louper une photo qui resterait certainement dans les annales, j'ai décidé de m'installer plusieurs heures en avance. J'avais l'intention d'installer le plus gros de mon matériel et continuer ma petite chasse en attendant avec mes appareils de poing. Mais tout en installant mon matériel, j'ai entendu comme des bruits bizarres autour de moi. Des branches qui se cassent, des petits frottements dans l'herbe, comme si quelque chose me regardait. Je me suis dit, c'est normal, je suis au milieu de la faune et de la flore africaine. À quoi est-ce que je pouvais m'attendre? Un livreur Uber qui arrivait vers moi pour me demander si j'avais besoin d'une course? Voyons, quel idiot je fais. Mais un craquement de trop non loin de moi me fit avoir un craquement. Je me redressa soudainement
et c'est là que je l'ai vu. Il était tapissé dans les hautes herbes. C'était un lion, un mâle, de très grosse taille. Je vous dirais bien que c'était la première fois que j'en voyais un si gros, mais je dois vous avouer que je ne les vois jamais d'aussi près normalement. Gros ou très gros, je n'en avais aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'il était là, à seulement 5 mètres de moi. Il se dissimulait tant bien que mal dans les hautes herbes. Je pense que pour des animaux comme les gazelles, les antilopes ou toute autre chose, son camouflage passe inaperçu. Mais il n'est pas le premier lion que je vois. Je savais bien en reconnaître un au milieu de ce feuillage. Je lui ai donc fait comprendre que je savais qu'il était là. J'ai ramassé une pierre à mes pieds et je l'ai jetée dans sa direction. Et comme je l'avais prévu, il ne s'attendait pas à une réponse de ma part. Il prit panique et fit demi-tour. Le roi des animaux, tu parles. Enfin, je n'ai pas le temps de jouer à chat. Le reste de la journée passa sans problème. Je finis d'installer mon matériel et je pris la plus belle photo de coucher de soleil que je n'avais jamais vue de toute ma vie. Je suis retourné à mon campement, épuisé d'une très grosse journée. J'avais l'intention à la base de faire quelques photos de nuit, mais vu mon état, j'en étais tout simplement incapable. Tant pis, j'essaierai de me lever un peu plus tôt demain. Avec un peu de chance, il fera encore nuit. Peut-être qu'avec un peu de chance, je photographierai quelques réveils d'animaux, ici et là. J'ai donc rangé mon matériel dans mon sac, et je me suis glissé dans mon sac de couchage. Mais la nuit n'a pas été de tout repos. Je me suis réveillé 2 heures plus tard, à cause d'un bruit d'herbe cassée, comme si quelque chose marchait juste à côté de ma tente. Sur le coup, je fus surpris, et j'ai eu un petit peu peur. Mais, comme je me suis dit tout à l'heure, je suis en Afrique. Qu'il y ait des animaux ici, c'est tout à fait normal. Et après tout, c'est moi qui suis sur leur territoire, pas l'inverse. J'étais tenté dans un premier temps d'allumer ma lumière et de faire quelques petits bruits afin de faire partir l'animal. Si ce n'était qu'un zèbre ou une gazelle, cela aurait pu marcher. Mais si cela aurait été un éléphant, là par contre, j'aurais eu des problèmes. J'ai donc décidé de m'allonger de nouveau dans mon sac de couchage et d'attendre simplement que cet animal passe. Les minutes passèrent, mais le bruit ne passa pas. Au contraire, il continuait à tourner et à tourner autour de ma tente, comme si cet animal, quel qu'il soit, était en train de me regarder, de me juger, d'attendre le moment propice. Pas de doute possible. C'était un prédateur. Un herbivore n'aurait jamais fait ça. Le bruit s'accéléra, et l'animal, quoi qu'il soit, commença à s'approcher beaucoup plus, jusqu'au moment où je vis une grosse patte se poser sur ma tente. Cette fois-ci, il testait la matière. Il ne chassait plus avec son nez ou ses yeux, probablement pour savoir s'il pouvait déjà attaquer, et même mordre dedans. J'ai donc décidé de réagir. En voyant cette énorme patte posée sur ma tente, et qu'il l'avait à moitié pliée, j'ai pris le premier objet qui me passa sous la main. Pas de chance pour moi, ce n'était que mes chaussures. Enfin, il vaut mieux ça qu'y aller à main nue. J'ai donc tapé sur la patte, afin de le faire partir. J'ai en même temps poussé un énorme cri, en espérant pouvoir le dissuader, pour lui montrer que je n'étais pas une proie, et qu'il fallait qu'il passe son chemin. Sur le coup, j'ai cru que ça avait fonctionné. L'animal fit 2 pas en arrière, mais cela n'était que pour bondir de nouveau. Il sauta sur ma tente, et la déchira, et avec ses pattes, la fendit dans la longueur. C'est là que j'ai vu qu'il s'agissait d'un lion. Est-ce que c'était le même que dans la journée? Je ne pourrais le dire. J'avais l'animal à moitié couché sur moi. Impossible de me dégager. Je tentai quand même de le taper. Je ne voulais pas non plus lui faire de graves blessures. Je ne suis pas là pour chasser, mais je dois quand même me défendre. Avec la même chaussure, je commença à lui taper au niveau des côtes, mais cela n'a fait que l'énerver. Il arrêta de mordre dans la tente, puis m'attrapa le bras. Il secoua mon bras comme un vulgaire morceau de chiffon. Cet animal avait visiblement beaucoup de force. La douleur me fit pousser un énorme cri. Je sentis toutes ses dents rentrer, et je peux vous dire que cela n'est vraiment pas agréable. L'animal mordit de plus belle,
Et il recommença plusieurs fois, toujours en me mordant le bras, mais en mordant de plus en plus fort. J'ai bien cru que j'allais perdre la vie, mais j'entendis au loin un coup de feu. Le lion aussi l'entendit. Il arrêta net son attaque, mais il ne me lâcha pas pour autant. Il me traîna comme ça sur plusieurs mètres. Je voulais me dégager, mais comment faire lâcher prise à un tel animal? J'espérais que le chasseur qui avait tiré ce coup de feu jappait à l'aide, en espérant qu'il m'entende. Cela arriva très certainement, car un deuxième coup de feu se fit entendre. Cette fois-ci, l'animal me lâcha. Avec toutes les forces et le courage qui me restaient, et sûrement dans l'effet de l'adrénaline, j'ai réussi à me relever et à courir dans la direction opposée. Derrière moi, j'entendais plusieurs rugissements. Je ne voulais pas me retourner, je ne voulais que courir. Mais la curiosité a été beaucoup trop forte. Et quand j'ai regardé, je vis le lion. Il était là à me rugir dessus. Lui et deux autres femelles. Je courus comme ça pendant 5 minutes. Je suis finalement tombé sur le petit groupe de rangers. Je leur expliquai la situation et ils m'emmenèrent avec eux dans leur jeep. Ce soir-là, je peux vous garantir que j'ai eu énormément peur. Les rangers sont retournés sur place le lendemain. Ils m'ont rapporté ce qu'il restait de mes affaires. Tout était massacré. J'avais donc tout perdu. Ma super journée de photos, la plus belle photo que je n'avais jamais faite. Et en plus, vu que je m'étais trouvé dans une réserve protégée, je me suis pris une bonne amende. Mais cela ne m'a pas écœuré de la photo. Au contraire, j'ai décidé de prendre ma revanche. Comment, me direz-vous? C'est tout simple. Cette famille de lions voulait ma peau, et je les veux sur mon mur. Mais je vous rassure, je ne veux pas de trophées de chasse. Je les veux en très belles photos sur mon mur. Mais j'essaye de me préparer mentalement à y retourner. Mais croyez-moi, cela est très difficile. Surtout quand je vois mon bras, encore couvert par les cicatrices, et quand j'entends encore le cri du lion, qui résonnera certainement pour toujours dans ma tête. Un homme vivait tranquillement dans les bois, dans sa petite cabane, isolé et perdu au milieu de nulle part. Il avait la paix, comme il avait toujours espéré, une vie de rêve d'après lui. Mais la vie en solitaire est malheureusement dangereuse. Quand on tombe malade, ou quand on se blesse, nous n'avons personne qui peut prendre soin de nous, et nous nous retrouvons tout seuls, avec notre solitude. C'est ce qui arriva à cet homme. Il attrapa une grosse grippe. Rien de bien spécial, bien sûr, mais cela était suffisamment fort pour le clouer au lit. Il passait toutes ses journées dans sa cabane, à essayer de bricoler ici et là, en évitant de s'épuiser le moins possible. Et la nuit, il essayait de dormir à point fermé, afin de récupérer le plus possible. Mais il essayait, car tous les soirs, depuis le début de sa maladie, des renards viennent gratter à sa porte et au mur gauche de sa cabane. L'homme ne peut pas voir tous les renards. Sa petite cabane dispose d'une fenêtre, juste à côté de la porte. Cela a toujours été très utile pour lui, afin d'éviter les autres animaux, un peu plus méchants et un peu plus costauds. Mais il n'y a pas de fenêtre au mur de gauche. Il ne peut que soupçonner des renards, en plus grand nombre, grattant eux aussi le mur. Les jours passèrent et les nuits cauchemardesques aussi. Cela faisait quasiment une semaine que l'homme n'avait pas bien dormi. Tous les soirs sans exception, ces petits canidés venaient et grattaient, 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 pour nul ne sait quelle raison. Un soir où l'homme se sentait beaucoup mieux, et où sa patience avait atteint ses limites, il prit son fusil et décida d'en finir une bonne fois pour toutes avec ces sales bêtes. Il arma son fusil de chasse, sortit lentement de la cabane, ouvrit la porte avec la plus grande des prudences et braqua les animaux. Mais quand il vit la porte s'ouvrir, aussitôt ils regardèrent tous dans la même direction, et ne fit pas attention au vieil homme. Ils étaient là,
à regarder dans la direction du mur gauche. L'homme hésita sur le coup à tirer, se demandant pourquoi les renards avaient agi de la sorte. Il voulait chercher une excuse, du style « Non, c'est pas nous promis ». Par curiosité, l'homme rengaina son fusil et s'avança prudemment du mur gauche. Là-bas, le groupe de renards continuait à gratter. Il avança le plus prudemment que possible, afin d'essayer de les surprendre, rengaina son fusil et prit un dernier grand élan afin de prendre les animaux sur le fait. Mais au lieu d'y trouver 5-6 renards, en train de gratter tous dans le même trou, il y découvrait un ours. Un énorme ours noir, qui était là, à gratter dans le mur, qui était adossé à son garde-manger et qui avait certainement aussi senti l'odeur d'un animal malade et blessé, qui ne pouvait pas se défendre. L'ours devait penser que le vieil homme aurait été une proie facile, et que le risque encouru en valait largement la peine. L'homme siffla un grand coup. L'ours arrêta son office et vit sa proie le braquant de son arme. L'ours chargea de toute sa masse, et l'homme eut le temps de tirer un coup bien placé sur l'animal. Il hurla de douleur et retourna dans la forêt. Il y a peu de chances qu'il revienne un jour. L'homme baissa son arme et regarda dans la direction des petits renards, qui étaient encore là, le regardant. Puis, ils partirent eux aussi. Et c'est là que l'homme comprit que les renards n'avaient jamais été là pour le nuire, bien au contraire. Ils étaient là pour une raison qui était des plus vitales à leurs yeux. J'écris ces quelques mots depuis ma cellule. Et avant que vous vous posiez la question, oui, je suis coupable. Coupable d'avoir essayé d'aider ma famille et d'avoir échappé à la mort de justesse. Cela fait plusieurs temps maintenant que je fais des petits allers-retours, de pays en pays. Je suis un passeur, comme certains le diraient. Je fais ce petit boulot pour aider ma famille qui ont de gros problèmes financiers. Au début, cela n'était pas très dérangeant pour moi. Il s'agissait surtout de petits colis, de pièces d'ordinateur, ou des fois d'objets un peu plus illégaux. Mais je n'ai jamais porté attention. Les clients me payaient toujours la course. J'arrivais dans un pays, je déposais le colis à l'endroit prévu, et je repartais aussitôt. Je ne faisais même pas de tourisme. Je préférais ne pas rester sur place. Comme dit l'expression, pas vu, pas pris. Mais mon dernier transport a bien failli me coûter très cher. Cela devait être le transport le plus rentable que je n'avais jamais fait. Quelque chose de très simple. Livrer simplement un serpent à un particulier assez fortuné, un gros collectionneur, ou je ne sais quoi encore. Personnellement, je n'y connais rien en serpent. Et je ne pouvais malheureusement pas prendre quelque chose de trop encombrant pour le transporter. J'aurais préféré qu'il soit dans une cage. Je n'ai pas spécialement peur des serpents, mais ils m'ont toujours mis mal à l'aise. À la place, j'ai dû me contenter d'un petit sac en carton. Le serpent était dedans, attaché dans mon dos, sous mon gros manteau épais. Comme d'habitude, j'ai profité d'un trajet avec tarif réduit. Il y a tellement de monde là-dessus. Nous sommes rarement contrôlés. Et puis de toute façon, je pense que ces petits animaux avec leur sang-froid devraient passer incognito, en espérant qu'ils ne bougent pas trop. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je ne m'y connais pas en serpent. J'ai donc demandé par curiosité qu'est-ce que c'était comme espèce. On m'a certifié qu'il n'était pas dangereux, et que ça ne servait à rien de m'inquiéter. Comme prévu, le voyage s'est fait très facilement. J'avoue qu'à 2-3 reprises, je me suis fait une grosse frayeur. Quelques gens un peu curieux, ou l'animal qui bougeait un petit peu trop, faisant un peu de bruit par-ci par-là. C'est arrivé sur le parking de l'aéroport que tout s'est gâté. Je devais attendre un transporteur qui devait directement m'amener chez le client. Mais il était en retard. Vous imaginez que quand vous transportez un serpent sur vous, ce genre de petits détails, vous vous en fichez complètement. Malheureusement pour moi, le serpent a été un petit peu trop curieux. Il a fait tomber le sac en carton par terre, et il a commencé à s'échapper. Je lui ai bien sûr couru après. Vu la grosse quantité d'argent qu'il allait me rapporter, il était hors de question qu'il se sauve. J'avais commencé à l'attraper dans les mains quand quelqu'un est arrivé rapidement devant moi
Il m'a tapé dans les mains pour que je lâche. Sur le coup, j'ai été très énervé, et je lui ai demandé quel était son problème et pourquoi est-ce qu'il m'emmerdait comme ça. Il me répondit qu'il venait de me sauver la vie. Ce serpent était un mamba noir, l'un des serpents qui possèdent le venin le plus puissant qui existe. Bien sûr, cet homme enchaîna directement par où l'avais-je trouvé? Mais je venais juste de réaliser à l'instant que j'avais fait un vol de 6 heures avec l'un des serpents les plus dangereux et qu'à tout moment il pouvait me mordre. Je ne sais pas pourquoi il l'a pas fait. Je suis resté planté là, à regarder le serpent partir. Je ne sais pas maintenant où il est, et croyez-moi que je m'en fiche. La police est arrivée et m'ont ramassé. Enfin du moins, ont ramassé quelqu'un qui n'était même pas capable de répondre à quoi que ce soit comme question, ou ni même de marcher. Le choc a été si fort qu'il m'a fallu des heures pour m'en remettre. Des heures pour réussir à me dire à moi-même que oui, j'avais ce serpent sur moi, et que oui, à n'importe quel moment, j'aurais pu mourir en l'espace de quelques... Je me suis barricadé chez moi, après une énorme course-poursuite. À vrai dire, je ne sais pas s'il était encore derrière. Je n'ai pas osé regarder derrière moi. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pu voir comme ça? Cela s'est passé il y a à peine une heure. J'habite dans une grande ville, dont je ne mentionnerai pas le nom, afin d'éviter... Qu'importe. C'est une vieille grande ville qui a connu plusieurs époques, et aujourd'hui, de notre époque moderne, il y reste encore quelques vestiges du passé. Dans chez mes parents, il y a un vieux puits. Ce puits, bien sûr, ne fonctionne plus. Il n'y a plus d'eau au fond, depuis bien avant ma naissance quand j'y réfléchis. Mais il y a un petit jeu que j'aime faire. Quand je m'ennuie, je prends une vieille pièce et je la jette dedans, en faisant un vœu bien sûr. J'ai passé toute mon enfance comme ça, moi et mes frères et sœurs, quand nous nous embêtions, ou quand nous voulions quelque chose de vraiment fort, nous jetions une pièce dedans et nous croisions les doigts pour que notre vœu se réalise. Mais depuis plusieurs jours maintenant, je n'ai pas arrêté de repenser à la quantité d'argent que nous avions jeté dedans. Combien devait-il avoir? Une centaine? Sûrement plus. Nous adorions ce jeu, et tous les membres de ma famille en vacances adoraient aussi y participer. Je ne vous cacherai pas qu'en ce moment, j'ai quelques soucis d'argent. J'ai donc cogité énormément, et je me suis dit, pourquoi pas aller les récupérer? Après tout, cela ne fera de mal à personne, vu que personne ne les utilise. J'ai donc plutôt dans la journée bricolé un genre d'échelle, et descendu tout au fond du puits. Je ne savais pas exactement la taille d'échelle qu'il me fallait. J'ai donc prévu une grande taille. Je suis descendu à au moins 20 mètres, avec comme seule lumière la torche de mon téléphone. J'ai descendu tout au fond de ce puits qui me semblait interminable. Et je devrais dire que cela était presque le cas, car voyez-vous, il amenait presque directement à une ancienne ligne de métro. Cela était probablement la raison de pourquoi est-ce qu'il ne fonctionnait plus. Le passage vers la ligne de métro n'était pas des plus officiels. Cela était comme un trou, creusé dans la paroi du métro, et qui, par le plus grand des hasards, tombait justement sur notre puits. Je ne crois pas spécialement au hasard. Je pense plutôt que c'était l'eau présente dans le puits, qui a dû provoquer une érosion rapide, et a fait s'effondrer le mur. J'ai continué à avancer comme ça un petit peu dans le métro, en cherchant bien sûr où étaient arrivées les pièces. Car je ne vous cacherai pas que je fus surpris de ne pas les trouver au fond du puits. Quelqu'un les avait donc ramassées? J'en suis plutôt arrivé à la conclusion que quand l'eau était sortie du puits, elle a dû emporter les pièces avec elle. J'ai donc avancé dans la direction qui s'engouffrait le plus profondément dans le sol. Car si l'eau devait aller quelque part, ça devait sûrement être en descendant. J'ai avancé comme ça sur au moins 200 mètres, dans le noir et le plus grand des silences. Je vous avouerai qu'à plusieurs moments j'ai pensé à faire demi-tour. Mais bon, de quoi aurais-je pu avoir peur? Cette ligne de métro était certainement fermée depuis très longtemps, vu son état très vétuste, et à la pourriture qui commençait à s'installer partout. À force de marcher, je suis arrivé au niveau d'un autre trou dans le mur, comme celui de mon puits, mais celui-là l'était plus gros. Cette station de métro n'était pas très bien entretenue. Il était peu probable que l'eau était entrée dans ce trou, mais j'y suis quand même entré par curiosité. Peut-être qu'il y avait un autre puits, allez savoir. Et puis, cela ne coûtait rien de regarder. J'y suis entré,
et a avancé comme ça, sur une bonne trentaine de mètres. Et finalement ma patience a fini par payer. J'éclairai le sol de la grotte, y ai découvert toutes les pièces qui étaient là, empilées, parfaitement bien rangées. Les miennes et bien plus encore. Une vraie fortune devait être là, un trésor digne des plus grands pirates. J'étais tellement heureux de trouver ça, mais en même temps tellement surpris. Je n'arrêtais pas de me demander, mais comment ça a atterri ici? Il a bien fallu quelqu'un pour les déposer comme ça. C'est impossible sinon. Et c'est là que j'ai commencé à entendre une respiration rauque derrière moi. Je me suis retourné et je l'ai vu. Une grande forme, squelettique, comme un arbre cassé, qui avançait lentement dans ma direction. Il n'avait ni peau ni chair. Son nez était totalement absent de son visage. Et ses dents étaient tous cassées, certainement après plusieurs longues années d'utilisation. La créature me pointa du doigt et continua à avancer. Je ne sais pas ce qu'il avait en tête. Peut-être qu'il avait peur que je lui vole son trésor, ou peut-être avait-il seulement très faim. J'étais totalement paralysé par la peur, mais mon instinct réussit à me faire quelques pas en arrière, afin de ne pas me faire attraper, et je trébucha sur le tas de pièces, et le fis tomber avec moi. La créature poussa un énorme cri de colère, et elle se jeta sur toutes les pièces qui commençaient à tomber et à se disperser un petit peu partout dans la grotte. Visiblement, son trésor l'intéressait bien plus que moi. Je profita de l'occasion pour courir hors de la grotte. Quand j'en suis sorti, j'entendis une nouvelle fois ce cri de colère. La créature n'était visiblement pas contente que je parte. Mais il était hors de question pour moi de rester pour l'heure du déjeuner. J'ai continué en ligne droite, en courant le plus vite que je pouvais. Je ne me suis même pas retourné pour voir s'il me suivait. Je suis retourné au niveau de mon puits et ai grimpé l'échelle à toute vitesse. Une fois arrivé en haut du puits, j'ai remonté mon échelle improvisée à toute vitesse, afin qu'il ne puisse pas l'utiliser. Mais j'avais tellement peur de la remonter qu'il soit accroché au bout. Mais par chance, il n'y était pas. Cette créature ne devait pas courir assez vite, ou peut-être qu'il ne m'avait pas suivi. Je suis retourné chez moi et me suis barricadé dans ma chambre. Cela fait maintenant 1 heure que tout est arrivé. Je n'ose même pas sortir dehors. Je n'ose même pas regarder par la fenêtre. Maintenant il fait nuit. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il m'attend? Allez, je dois regarder. Mais qu'est-ce que... Cela fait plusieurs jours maintenant que je suis là, dans cette vieille maison que je squatte. Enfin, que je squattais, et qui, ma foi, sera probablement ma dernière demeure. Je suis là, à jouer, comme si le sol était de la lave de volcan. Les petits jeux de mon enfance. Des jeux tout mignons, à cette époque bien sûr, qui consistaient à ne pas toucher le sol. Mais maintenant, si je le touche, c'est la mort assurée. Cette petite maison n'a rien de bien spécial. Moderne, un modeste petit 3 pièces, qui n'a que comme défaut d'être placé juste à côté d'un aquarium municipal, dont je tairai le nom. Cette maison avait probablement été abandonnée suite au bruit des touristes, ou de l'aquarium lui-même, je ne sais pas. De toute façon, je m'en fichais royalement, et je m'en fiche encore aujourd'hui. Personne ne faisait jamais attention à cette maison. Vous vous doutez bien que le touriste qui arrive après plusieurs longues heures de route, la seule chose qui l'importe, c'est de faire la visite de cet aquarium. Dans l'ironie du sort, j'étais là, à la vue de tous, mais complètement invisible, face à un géant à côté de moi. Et je peux vous dire que j'ai toujours eu cette impression. J'étais là, mais sans être là. Et dans peut-être quelques heures, je ne serai plus jamais là. Il y a quelques jours, alors que j'étais encore dans ma planque, une violente tempête s'est abattue le long du rivage. En ce moment, les tempêtes sont assez courantes, malheureusement. Et je ne me suis pas plus inquiété que ça. Mais j'ai eu la malheureuse surprise de me réveiller à cause d'un énorme fracas. Il y a eu un très grand problème à l'aquarium. Plusieurs bassins ont dû se briser. Cela était probablement l'une des causes pour laquelle la maison avait été abandonnée. Elle ne devait pas être sûre. Je me suis réveillé les pieds dans l'eau dans un premier temps, puis l'eau est très rapidement montée. J'ai grimpé sur le premier meuble qui passait à côté de moi. Je pense que, si j'ai bonne mémoire, c'était le lit. Je ne suis pas très bon nageur, et j'ai toujours eu très peur de l'eau. Je pensais qu'en attendant quelques minutes, cette eau allait bien finir par sortir par tel ou tel orifice dans la maison, et que j'aurais pu en descendre tranquillement. Mais cela ne fut pas le cas. L'eau continua à monter,
Il y a eu très rapidement 1,50 m d'eau en dessous de moi. Tous les meubles flottaient, enfin du moins, les plus légers. Tables, chaises, mon lit et autres objets par-ci par-là. J'ai d'abord passé plusieurs heures à me demander quel bassin avait été brisé comme celui-là, afin de pouvoir générer autant d'eau. J'ai malheureusement eu la réponse de la pire façon qu'il pouvait y avoir. Une très grande masse, foncée, avait passé juste en dessous le lit, le bousculant au passage. Je ne suis pas un spécialiste des poissons, mais je peux vous garantir que celui-là, il n'a vraiment pas envie de me serrer la main. J'ai donc supposé que c'était un requin. Dans un premier temps, il ne fut rien. Il était tout simplement là, à tourner en rond, autour de tous les meubles. Bien sûr, il savait que j'étais là. Il avait dû le sentir. Mais il devait être déjà bien nourri. Il était surtout en observation, me jugeant probablement pour savoir si j'étais comestible ou si j'étais encore l'un de ces touristes qui n'avaient jamais été à sa portée. Le seul moyen pour moi de pouvoir me dégager serait éventuellement de plonger et de pouvoir briser une vitre, ouvrir la porte ou n'importe quoi d'autre qui pourrait faire sortir toute cette eau. Enfin, si la rue non plus n'est pas inondée. Cette maison est placée en bord de mer. Si ça se trouve, tout le quartier est inondé comme ça. Peut-être qu'une énorme vague a monté le niveau de l'eau, ou je ne sais quoi. Ça expliquerait pourquoi l'eau ne descend pas. Mais si c'est le cas, j'en aurai probablement pour des jours et des jours. Et croyez-moi, je n'ai vraiment pas assez de provisions pour cela. Une petite lueur d'espoir a eu lieu. Quand j'ai cru entendre quelqu'un, il me semblait que c'était des secouristes. Ils étaient là à passer avec leur bateau, en appelant s'il y avait des gens. J'avais commencé à appeler à l'aide, mais à l'instant que j'haussa la voix, le requin commença à taper sur le meuble où j'étais perché, afin de me faire comprendre qu'il n'appréciait pas trop ma compagnie. J'ai entendu le bateau partir, et l'un des hommes dit à voix haute, cette maison était abandonnée et qu'il n'y avait personne dedans. Je suis donc là, seul, avec mon ami Aikaï, qui n'a vraiment pas envie de me laisser partir. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Nager et partir de la maison? Ou rester ici, à attendre désespérément quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais? La seule chose qui est sûre, c'est que dans les deux cas, mon nouvel ami, lui, aura un très beau festin pour sa nouvelle vie en liberté. Je viens d'échapper de peu à la mort. Je suis actuellement dans ma voiture, sur le parking d'un grand cinéma. La chose la plus incroyable, et dont je n'expliquerai jamais, vient juste de m'arriver. Cela s'est passé il y a à peine une petite demi-heure. Je suis entré dans le cinéma afin de voir un film d'horreur que j'attendais. Mais comme je n'aime pas trop être dérangé par les chuchotements, bruits de téléphone ou autres petits commentaires débiles de la part des voisins, je préfère prendre les dernières séances. J'évite bien sûr tous les spoilers et je prends une heure assez tardive. Si j'ai de la chance, des fois il n'y a personne. Ce soir fut le cas. J'entrai donc dans cette grande salle vide, avec comme joie de pouvoir profiter de mon film sans être dérangé. Du moins c'est ce que j'ai cru. Le film venait à peine de commencer quand j'entendis un miaulement juste à côté de moi. Je vis un chat, assis juste là, à 3 sièges du mien sur la droite. Je fus surpris dans un premier temps. Je me suis dit, le cinéma laisse vraiment rentrer les animaux de compagnie? Le seul problème qu'il y avait, c'est que j'étais très allergique au chat. Mais il était suffisamment loin pour que je puisse l'ignorer. Il miaula de nouveau, comme s'il voulait que je le regardais. Ce chat d'une race dont le nom m'échappe complètement. De toute façon, je n'ai jamais aimé les chats. Pour moi, c'est tous les mêmes. Commença à s'approcher très lentement de moi. Sur le coup, j'ai cru qu'il voulait juste une caresse. Mais il était hors de question que je lui donne. Cette sale bête n'allait quand même pas me déranger ma séance du soir. J'avais tellement attendu pour la voir. Je me suis tout simplement décalé de quelques sièges, afin de l'esquiver. L'animal continua à avancer. J'étais presque sorti de la rangée, quand j'entendis un autre miaulement, cette fois-ci sur ma gauche. Un autre chat était là, lui aussi, en train d'avancer dans ma direction. Les deux chats étaient très proches de moi. Je commençais déjà à sentir des petits picotements dans mon nez. Je suis sorti par la gauche
et ai bousculé le chat au passage. Celui-ci n'avait vraiment pas apprécié et avait commencé à faire ce petit cri aigu que je n'ai jamais supporté de leur part. Je descendis l'escalier de la salle afin de m'avancer de quelques rangs, quand je trébucha dans quelque chose. Sur le coup, je laissai échapper une petite injure, et j'ai regardé derrière moi ce que l'équipe avait oublié dans l'escalier. C'était encore un chat, plus gros cette fois-ci. Il était là, et me regardait avec des yeux remplis de haine. Il n'avait visiblement pas aimé que je lui marche dessus. Je me suis vite relevé, et essayé de faire partir cet animal. L'animal recula de quelques mètres, et je décida de continuer à vouloir chercher un bon siège. Je n'allais quand même pas gâcher ma soirée pour quelques chats dans la salle. La seule chose qui me dérangeait était bien sûr leur présence, mais surtout que ce cinéma n'était pas hygiénique pour ceux qui étaient allergiques. Je me suis juré à moi-même de ne jamais retourner dans ce cinéma quand la séance serait terminée. Je me suis donc retrouvé à regarder mon film avec les miaulements des chats derrière moi. Cela était des plus agaçants, et je n'ai cessé de lancer des pop-corns et autres détritus que je trouvais dans la salle, qui avaient été probablement laissés par la séance précédente. Et c'est là que je vis que d'autres chats étaient dans les sièges avant. Il y en avait au moins 6. Ou voire plus. Je ne sais pas trop. Dans ces salles, dans le noir, il était difficile de les compter. Je n'entendais que tous les miaulements à répétition. Très rapidement, les miaulements se sont rapprochés. Ils sont devenus de plus en plus agaçants, de plus en plus durs à supporter. Je me suis donc levé de mon siège, en me décidant que cette fois-ci c'était trop. Si le cinéma ne respectait pas certaines normes d'hygiène, alors tant pis, il ne me reverrait plus. Ça serait dommage pour mon film. Je n'ai même pas eu le temps de sortir de la rangée, qu'un l'un des chats me sauta dessus. Il m'atterrit sur le torse et griffa à travers la légère chemise que je portais. Une petite douleur vive qui me rappelait ô combien mon allergie était puissante. J'éternuai instantanément et j'ai décidé de continuer à avancer. De toute façon, le chat était déjà descendu et il était impossible pour moi de me venger. Je ne le voyais quasiment pas. Je sortis enfin de la rangée quand plusieurs autres chats coururent dans ma direction dans l'escalier. Sur le coup, j'accéléra le pas, non pas par peur, mais parce que je n'avais pas pris mon médicament anti-allergie. Je pensais ne pas en avoir besoin ce soir. J'étais presque arrivé au niveau de la porte, quand un autre chat beaucoup plus gros me sauta sur la figure. Sous le poids de l'animal, je trébuchai en arrière, et je réussis à l'enlever après un long effort. L'animal me griffa en même temps sur le côté de la figure, et il déclencha mon allergie à un très haut niveau. Ma gorge commença à me faire très mal, et je n'arrêtais pas de tousser et d'éternuer. Tous les chats étaient à présent sur moi. Ils ne cessaient de me griffer et de me mordre. Ces sales bêtes. J'avais de plus en plus de mal à respirer. Je n'arrêtais pas de les repousser, mais impossible de savoir où ils étaient exactement. Non plus par la pénombre, mais mon visage commençait à gonfler de partout. J'avais désormais du mal à voir. Sur le coup, j'ai cru que ma dernière heure était arrivée. Je ne me battais plus contre les chats, mais contre moi-même, afin d'essayer de pouvoir respirer encore quelques dernières bouffées d'air frais, avant de suffoquer par terre, sous plusieurs masses de petites boules poilues, qui finalement auront eu ma peau. Mais à la dernière seconde avant ma fin, j'entendis la porte s'ouvrir. C'était l'un des vigiles du cinéma. Il était venu voir ce que je faisais. J'ouvris les yeux, et plus aucun chat n'était là. Je le voyais lui, m'éclairant avec sa lampe torche, me demandant qu'est-ce que je foutais comme ça allongé par terre. Je lui expliquai rapidement la situation, que plusieurs chats m'avaient sauté dessus, et que mon allergie avait bien failli me tuer. Il me certifia qu'aucun chat n'était dans la salle, et que justement, il m'avait vu tout seul, depuis sa salle de projection, à faire l'idiot. Il me fit comprendre que même si j'étais tout seul dans la salle, ce genre de comportement n'était pas toléré dans le cinéma. De toute façon, je n'avais pas attendu qu'il finisse sa phrase. Je quittai ce bâtiment à toute vitesse, ne regardant même pas derrière moi. J'avais l'impression de les entendre encore dans mes oreilles. Mais cela n'était qu'une impression, bien sûr. Le peu de gens encore présents à cette heure-là me regardaient tous d'un air béat. Ils avaient sûrement l'impression que je fuyais la mort elle-même. D'un sens, ils n'avaient pas tort.
Je suis remonté dans ma voiture et je suis resté là un long moment à méditer sur ce qu'il m'était arrivé. Est-ce que cela était vrai? Ou au contraire avais-je tout imaginé? Je ne sais pas. Mais maintenant, mais attendez, c'est moi ou il y a quelque chose sur ma banquette arrière? Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui?